Bonsoir les amis, bonsoir, merci d'avoir patienté pour ce début un petit peu technique, disons, et qui nous a demandé d'attendre un peu. Ben, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très contente d'avoir vu les conversations se lancer avec le chat. J'ai participé, je suis contente de ça. C'est très agréable de ressentir votre présence. C'est évidemment un peu plus fort encore qu'avec la radio, donc je suis vraiment contente. C'est la première, et comme toute première, eh bien, il y a quelques incertitudes, quelques tâtonnements, mais ça va se faire tranquillement. Et d'ailleurs, tout de suite, nous allons essayer la conversation avec Jean-Claude qui, lui, est chargé donc de la technique. Merci Jean-Claude de tous ces efforts et de ces prouesses que tu réalises. Et peux-tu nous dire un petit peu comment tu vas procéder pour les questions ce soir? Ok, bonjour Eh, Marie-Odile. Jean-Claude, Ouais, ça y est, voilà, je suis à l'écran. vite, Donc, vite, moi, j'interviens. glissez et glisse. On en a la Donc, preuve. j'interviendrai uniquement pour les questions. C'est-à-dire que soit je piocherai dans les questions de YouTube et elle apparaîtra à l'écran normalement et je te la lirai. Soit des personnes on va dire des amis vont apparaître à l'écran et te poser la question eux-mêmes. Et donc là, comme il fallait des gens qui allaient être les bêta-testeurs, on a fait une petite sélection et donc les internautes ne pourront pas cette fois-ci utiliser cette fonctionnalité. Donc pour les internautes standards, eh bien, vous utiliserez le chat YouTube. Voilà, c'est tout. Donc je te Ça rends la commence main. bien, Jean-Claude. Il y a une Ouais, élite et il y a le peuple. Tout ce que j'aime. ok, allez. Non, pas du tout. En fait, effectivement, Bon, je te j'ai rends la demandé main. à quelques personnes. Oui, j'ai demandé à quelques personnes de mon entourage de bien vouloir tester cette possibilité de poser des questions avec la vidéo. Et donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué ce soir. Donc, voilà, c'est quand même intéressant de regarder comment ça va fonctionner. Et donc, pour tous ceux qui sont derrière leur écran, eh bien, le chat, c'est un excellent moyen pour poser des questions. Et les questions seront évidemment une grande partie de cette émission que je me propose de partager avec vous ce soir. Alors, je vous ai promis que j'allais vous parler de l'évolution de la conscience. C'est un sujet qui me tient à cœur en ce moment. Et donc, ce que j'ai envie de voir avec vous, de partager avec vous, c'est ma vision des choses. Ça n'est sûrement pas la vérité, mais la perception que j'ai des choses aujourd'hui. Comment la conscience humaine a mûri tout au long de sa présence sur la Terre, dans la matière, tout au long de son mariage avec la Terre, avec la conscience de la Terre. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la maturité de la conscience humaine, vue de notre point de vue, mais aussi vue du monde spirituel? On pourrait dire à quelle hauteur se situe notre conscience et qu'est-ce que nous savons de nous et de notre environnement dans cette période où on sent bien que quelque chose dans l'humanité et sur la Terre est en train de changer. Voilà, c'est les grands thèmes que j'aborderai et selon une organisation que je vais vous donner maintenant. Donc, le plan de cette intervention, c'est pourquoi le choix de ce thème, c'est rapide. Ensuite, quelle méthode je vais employer pour traiter ce thème. Ensuite, je vais faire un parallèle entre l'évolution d'un individu et l'évolution de la conscience collective de l'humanité. Ensuite, à la fin, je proposerai de regarder comment nous pouvons agir les uns et les autres à notre échelle pour que cette conscience évolue dans l'harmonie avec la Terre, pour que la conscience de l'humanité évolue parallèlement à celle de la Terre. Et ensuite, au moment de la conclusion, eh bien, ce sera le temps des questions. Voilà. Mais gardez bien toutes vos questions au fur et à mesure, parce qu'elles auront leur importance, évidemment, même si elles ne sont données qu'à la fin. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Ben justement, il me semble qu'actuellement, les crises de sens que nous voyons un petit peu partout, merci Jean-Claude, vous avez vu l'organisation, super. Donc pourquoi ce thème? Oui, parce que la crise de conscience que nous vivons actuellement, et c'est vraiment une crise de sens en fait. On peut repérer autour de nous bien des personnes qui ne connaissent plus le sens de leur vie, qui ne savent plus vraiment comment se situer, quelque chose d'ancien qui ne correspond pas, quelque chose de nouveau qui n'est pas encore là. Et pour tout chercheur spirituel, il y a cette
conviction, cette sensation profonde que nous sommes en train de faire advenir une nouvelle espèce humaine, ce que moi j'appelle l'homme-esprit, l'homme-femme-esprit, c'est-à-dire un être humain qui a complètement accueilli l'esprit dans son corps, l'esprit dans sa vie, et que avec ce nouvel être humain, eh bien, il y a un nouveau paradigme de la société qui est en train de se poser. On parle de l'ère du Verseau, on parle effectivement d'une société où l'amour pourrait régner enfin, et non pas cette loi de la jungle que nous connaissons encore aujourd'hui. Et donc, ce que le monde spirituel nous dit aussi actuellement, c'est que actuellement, la maturité de la conscience humaine dans sa globalité serait à peu près de l'âge de 6 ans. Or, elle devrait être à 42 ans, c'est-à-dire à la maturité véritable. J'y reviendrai quand je ferai le parallèle entre la conscience globale et la conscience individuelle. Donc, en fait, actuellement, notre âge de conscience, globalement vu du monde spirituel, c'est 6 ans. C'est-à-dire que nous sommes encore des enfants, tant notre aveuglement dans la matière a été important, tant notre éloignement de l'esprit a été important. Alors qu'il serait nécessaire que nous ayons 42 ans. Et ce qui pourrait tout à fait se passer, c'est que brutalement, nous passions de l'âge de 6 ans, collectivement, à l'âge de 42 ans, mais pas en 20 ans, pas en 30 ans, mais en quelques heures. Et c'est effectivement quelque chose qui pourrait tout à fait arriver, parce que tout est là, en fait, pour que nous ayons 42 ans collectivement, alors que ça n'est pas le cas dans notre réalité. Mais potentiellement, nous avons cette maturité et elle pourrait tout à fait arriver beaucoup plus vite que ce que nous ne pourrions concevoir avec notre raisonnement et notre mental. Et c'est donc pour ça, pour préparer ce saut de maturité, que je me propose de parler ce soir avec tous ceux qui sont intéressés de cette question, de ce sujet, donc de l'évolution de la conscience humaine. J'en viens maintenant à la façon dont je vais procéder, à la méthode que je vais utiliser donc pour parler de cette question de l'évolution de la conscience humaine. En fait, c'est assez difficile de regarder l'évolution de la conscience vu l'histoire de la création de la Terre, la création de la conscience humaine jusqu'à aujourd'hui. Par contre, c'est assez facile de voir l'évolution de la conscience d'un individu. Et dans la mesure où il y a un effet fractal dans le monde, à savoir que l'infiniment petit est dans l'infiniment grand, le tout est dans l'unité, et par conséquent, en regardant l'évolution de la conscience d'un individu au long de sa vie, eh bien, on peut avoir une idée, une image assez fidèle de ce qu'est la conscience humaine et de ce qu'est l'évolution de la conscience humaine. Et grâce à ces informations, grâce à cette observation de la manière dont notre conscience évolue tout au long de notre existence, eh bien, on pourra avoir une idée assez fidèle de la manière dont nous avons évolué collectivement avec la Terre depuis la création. Évidemment, quand je dis ça, il y a un présupposé qui est que la conscience humaine préexiste à sa manifestation. Et donc, c'est tout l'argument sur lequel repose effectivement cette analogie. J'en viens maintenant à cette observation de l'évolution de la conscience chez un individu en parallèle de l'évolution de la conscience collective. Un petit mot sur la conscience. C'est quoi la conscience? Alors, pour moi, la conscience, c'est ce que je sais de moi et ce que je sais du monde. C'est cum scire en latin, ce que je sais avec, savoir avec. Et donc, en fait, il y a quelque chose souvent qui est confondu avec la conscience, c'est la pensée. Et dans bien des méthodes d'ailleurs de pensée positive et de autres PNL et compagnie, il y a des choses très intéressantes qui sont dites, mais il n'y a pas de différence entre la pensée et la conscience, bien souvent. Or, on sait que quand on arrête de penser, eh bien, il y a quelque chose qui continue à vivre. Le livre, par exemple, de Eben Alexander, La preuve du paradis, qui décrit un coma qu'il a vécu alors qu'il est médecin et lui, il connaît, surtout qu'il est neurologue, neurochirurgien, je crois.
Et il dit que pendant son coma, il observait ce qui se passait, il avait des perceptions, il continuait de vivre alors que sa pensée ne fonctionnait plus. Et c'est justement ça, cette chose-là qui continue de vivre indépendamment de notre pensée et qui est notre conscience. Et notre conscience, elle est effectivement constituée dans cette vie-là par tout ce que nous percevons avec nos sens, tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons avec nos émotions, tout ce que nous captons avec notre intuition, tout ce que nous vivons aussi avec l'esprit, avec l'âme qui est présente dans nos cellules. Et la conscience, eh bien, elle est là avant notre apparition sur la Terre et donc quand on s'incarne, et elle est là après notre disparition physique. Et c'est cette conscience-là qui existe aussi au niveau collectif, c'est-à-dire que de la même manière que la conscience d'un individu, par son âme, existe avant sa naissance, la conscience humaine, on peut dire, existait avant son incarnation, avant sa manifestation et avant même l'existence de la Terre. On pourrait même dire que la Terre a été créée pour les besoins de l'expérience humaine et des besoins de l'incarnation. On y reviendra plus tard. Ce qu'on pourrait dire, c'est que si on fait une analogie entre l'être humain et un millefeuille, moi j'aime bien cette analogie que nous sommes un millefeuille, c'est-à-dire des couches empilées les unes au-dessus des autres, des couches de fréquences empilées les unes au-dessus des autres. Et donc on pourrait dire que la conscience humaine est une des couches de notre millefeuille. Il y a aussi d'autres couches, des couches avec des fréquences plus élevées, avec des niveaux de conscience de nous plus élevés, avec des manifestations de l'être divin que nous sommes ailleurs et qui sont d'autres couches. Et donc, la couche de conscience humaine est une des couches de notre millefeuille, tandis qu'il y a d'autres couches, d'autres niveaux de conscience, d'autres fréquences de conscience qui existent dans notre millefeuille. Et là, nous parlons aujourd'hui, je parle aujourd'hui, depuis cette couche de la conscience humaine, qui est une des couches de mon millefeuille, mais je suis bien plus que cette couche de la conscience humaine. Je suis effectivement ce millefeuille, c'est-à-dire cet empilement de plans de conscience différents. Et sur la Terre, eh bien, je peux tout à fait avoir accès à ces autres consciences que celles de l'humanité. Alors, quand le bébé arrive sur la Terre, quand un être humain arrive sur la Terre, on peut dire que, on peut observer d'ailleurs cela, l'enfant, il est beaucoup plus divin qu'humain. C'est-à-dire que l'âme de l'enfant est encore bien plus forte que son corps. Son corps est encore fragile, le bébé qui vient de naître, il n'a pas d'autonomie, il a très peu de perception de la matière. On voit d'ailleurs l'enfant qui regarde au-dessus de notre tête quand il veut nous observer. On sait qu'il perçoit très peu les couleurs, il perçoit les choses un peu comme dans la brume. Eh bien, quand la conscience humaine a commencé à se manifester physiquement, c'est-à-dire à passer de l'énergie à même pas de l'énergie, du principe à la manifestation, eh bien, elle avait, elle aussi, beaucoup plus une nature divine qu'une nature physique. Et donc, en fait, l'être humain était totalement assujetti à sa nature divine. Il n'avait pas de libre arbitre, comme l'enfant n'a pas encore de libre arbitre, et pour cause, il est tellement dépendant de sa maman, de ses parents, qu'il n'a pas la possibilité de faire des choix pour lui-même. Et bien, de la même manière, la conscience humaine, quand elle a commencé à exister, c'est-à-dire sortir de l'essence pour aller dans l'existence, la conscience humaine, de la même manière, eh bien, n'avait pas de libre arbitre. Elle était totalement manipulée par sa divinité. Et quand je dis manipulée, c'est comme on fait une manipulation. Il n'y a pas de connotation négative, évidemment, à cela. Et donc, cette conscience humaine, elle était façonnée par le divin, régie par le divin, et elle n'avait, comme le bébé, elle n'avait pas véritablement le choix pour prendre des options, pour faire des choses. Elle vivait un peu comme un arbre, en fait, un chêne, eh bien, il va vivre le programme du chêne, il ne va pas pouvoir faire autre chose que d'être un chêne. De la même manière, à ce moment-là, la conscience humaine était dans cet état d'être simplement l'être divin. Il y a ce développement comme chez l'enfant. Et donc chez l'enfant, on peut voir la manière dont l'âme va s'incorporer.
Et donc, Rudolf Steiner parle beaucoup de ça, il parle des 3 septaines qui permettent à l'âme de s'incorporer. Donc dans la première septaine, c'est tout le corps qui va se structurer, le corps de l'enfant qui va prendre forme, qui va se développer, et là l'âme va vraiment s'incorporer. Ensuite, dans la deuxième partie de la vie, on voit la personnalité qui va se forger avec le système émotionnel, le système affectif. Et dans la troisième partie de la vie, c'est le je, c'est-à-dire l'aptitude à prendre des décisions, à être autonome, qui va s'installer. Eh bien, dans ces 3 septaines, effectivement, il y a la même chose à observer dans l'humanité, c'est-à-dire que on peut dire que dans un premier temps, l'humanité, elle a appris à avoir un corps. Elle a appris à avoir un corps, elle a fait plein d'essais différents pour aboutir à un corps qui soit satisfaisant au regard de l'intention de cette conscience de vivre l'expérience qui était la sienne. Et on peut le dire tout de suite, on le sait, l'expérience, c'est celle du libre arbitre, du libre choix, de l'acte volontaire de retrouver l'esprit dans la matière, de retrouver librement la lumière dans l'obscurité. Et donc, cette conscience s'est enfoncée dans la matière pour pouvoir effectivement avoir les moyens de choisir et de vivre cette expérience. Et là, dans la première partie de l'incarnation de l'humanité, eh bien, l'humanité va chercher sa forme, va chercher le corps qui va correspondre et qui va lui permettre d'avoir les outils qui vont ensuite lui donner la possibilité de choisir. Ça, c'est pour la première partie. Et ensuite, eh bien, il va y avoir la formation d'une psychologie. C'est-à-dire que l'être humain va pas simplement être un animal, un corps, mais va avoir aussi tout ce qui va concerner la personnalité. C'est-à-dire dans la personnalité, on va d'abord avoir des émotions, des sentiments, on va avoir des douleurs, on va avoir une relation à la douleur, on va avoir besoin d'appartenir à un, c'est très important. On va avoir aussi, on va commencer à savoir qu'on existe. Et là, c'est la troisième étape, c'est-à-dire la conscience de soi existe, et c'est là où arrive alors la pensée. L'humanité, jusqu'à présent, n'avait pas besoin de penser, puisqu'elle était assez télécommandée par sa nature même, et tout à coup arrive dans l'histoire de l'humanité la pensée. Et la pensée, elle est le reflet de l'esprit, elle est le reflet de cet esprit humain créé par le principe créateur et qui va ressembler de très très près à l'esprit, mais qui va permettre à l'humanité d'avoir un autre choix que d'obéir à sa nature. Grâce à la pensée, et c'est tout à fait bien décrit dans le jardin d'Éden, hein, l'arrivée du serpent, donc qui permet à l'humanité de dire non à sa nature divine. C'est à partir de là commence l'expérience du libre arbitre. Et on peut dire que là, la conscience humaine, elle est installée dans un corps, elle est installée dans une personnalité, et là arrive un autre outil que l'esprit, arrive la pensée. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'on réfléchit. Il y a quelque chose du reflet, donc dans la pensée, du reflet de l'esprit dans la pensée. Et à partir de là, eh bien, l'humanité va commencer à mûrir. On peut dire que l'humanité, elle commence à avoir 21 ans, on va dire, au moment où la pensée arrive. 21 ans, c'est théoriquement, parce qu'en réalité, elle va régulièrement faire des allers-retours, faire des grandes envolées de conscience et savoir un peu plus qui elle est, reconnaître l'esprit. Et puis, elle va chuter. Et donc, ça n'est pas une évolution linéaire que nous allons avoir. On va toujours, par exemple, au moment de l'Atlantide, l'humanité avait une conscience très élevée d'elle-même et de la matière, mais elle avait aussi une très grande envie d'avoir du pouvoir et d'avoir des bénéfices pour elle-même. Et donc, c'est ce qui a occasionné probablement une chute et donc une perte de la conscience qui avait été gagnée. Et donc, voilà, la pensée,
retenons ça parce que c'est ça qui est le plus important, peu importe les allers-retours que nous avons faits, la pensée permet à l'humanité d'avoir un libre arbitre et c'est pour ça qu'on a fabriqué le corps que nous avons avec le cerveau que nous avons, parce que ce cerveau permet en effet de développer et permet de s'opposer à notre nature divine. L'âme va pouvoir s'individualiser, mais ça va mettre un petit peu de temps. Si on prend l'humanité dans l'espèce d'aujourd'hui, dans son espèce actuelle, on peut dire que l'humanité est restée en âme groupe jusqu'au Moyen-Âge à peu près. C'est d'ailleurs pourquoi, à partir du Moyen-Âge, après le Moyen-Âge, on parle de Renaissance. La Renaissance, c'est le début de l'individualisation. Mais jusqu'au Moyen-Âge, les humains fonctionnent en logique de clan. Donc la conscience n'est pas totalement individualisée, elle est en train de s'individualiser, mais elle ne l'est pas totalement. Et pour pouvoir sortir du clan, il va falloir effectivement apprendre à sentir l'individu. Moi, ça me fait racler la gorge, hein. Probablement que ça rappelle des choses dans mes cellules qui sont peut-être un peu douloureuses que ce passage du clan à l'individu. Et donc, l'âme groupe fait que le groupe a plus d'importance que l'individu. Et ça, c'est toute une partie, en fait, de l'évolution de l'humanité qui vit sur ce principe. C'est-à-dire que le groupe l'emporte sur l'individu. L'individu est au second plan, c'est la vie du village, la vie de la famille qui l'emporte. Et à partir de la Renaissance, on peut dire que commence véritablement le début de l'individualisation. Et là, nous allons apprendre à devenir des individus, des personnes uniques, des personnes spécifiques, des personnes singulières, et nous allons apprendre à développer une conscience propre à chacun. Mais ça, évidemment, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre et ça se fait au fur et à mesure que les expériences se font. Et moi, j'aime beaucoup regarder la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle parce que là, on voit vraiment que l'individualisation, elle est actée, notamment avec la découverte de la psychologie, avec la découverte du travail psychologique, des thérapies qui commencent au début du XXe siècle, avec évidemment Freud, avec Jung, avec Charcot, etc. Et en même temps, il y a cette incrustation dans la matière avec Marx. Donc, quelque part, là, on devient un être totalement coupé du divin et la philosophie matérialiste commence à s'installer sur la Terre. Et là, on voit que l'homme a véritablement est vraiment entré dans le processus d'incarnation. Il commence à oublier totalement sa nature divine. Les religions commencent à perdre de la vitesse. Tout le XXe siècle, ça va être ça, hein. Développement de la matière, connaissance de la matière, développement de la psychologie, perte du religieux, perte du sacré, pour arriver à la fin du XXe siècle à une humanité qui a totalement oublié sa nature divine, qui a vécu les religions en mettant l'esprit en dehors du corps. Et les êtres humains d'aujourd'hui, fin du XXe siècle, eh bien, oublient totalement qui ils sont, ne se souviennent pas de qui ils sont, et tout ce qui est démarche spirituelle, eh bien, est en général très désincarné. C'est-à-dire que pour se souvenir de l'esprit, la plupart des personnes sortent du corps et font des expériences en dehors du corps, notamment dans le plan astral. Et donc, ce qui se passe au niveau de l'individu, on peut dire que l'individu, lui, à 21 ans, il a cette majorité. Donc, ce qui permet de faire des choix, c'est ce qui nous est arrivé, nous, dans l'humanité, quand nous avons commencé à faire nos choix en dehors du divin. Et à 42 ans, l'individu, on peut dire qu'il a fait le double de ses 21 ans. C'est-à-dire qu'après avoir complètement intégré son individualité dans son corps, après avoir acquis une majorité, il n'a plus besoin de ses parents. À 21 ans, il va refaire encore 21 autres années pour pouvoir être véritablement mûr. Pendant ces 21
autres années, cette deuxième séquence de 21 ans, l'être humain va revisiter tout ce qu'il a appris pour savoir ce qui lui correspond et rejeter ce qui ne lui correspond pas. Et bien de la même manière, l'humanité, elle a dû apprendre à s'approprier un certain nombre de choses et rejeter un certain nombre d'autres choses pour arriver à l'image qu'elle a d'elle aujourd'hui, c'est-à-dire une humanité très axée sur la matière et très coupée de sa source. Alors évidemment, après arrive l'âge de 63 ans pour l'être humain, donc quand il va vivre après 42 ans, encore une autre période de 21 ans, il va pouvoir apprendre à faire l'expérience de donner ce qu'il est à la société, l'âge où les êtres humains vont beaucoup travailler, créer des familles, etc., pour arriver ensuite à l'âge de 63 ans où là, on a donné au monde, on a donné au monde social et on va pouvoir offrir notre sagesse, ça c'est super, offrir notre sagesse à la société, aux autres humains. Et pour l'humanité, évidemment, ce serait intéressant de pouvoir en arriver là tout de suite, mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là, puisque le monde spirituel nous dit que nous sommes plutôt d'un âge global autour de 6 ans et non pas autour des 42 ans que nous aurions dû atteindre. Parce qu'effectivement, après avoir vécu l'individualisation, après avoir vécu le XXe siècle où on peut dire qu'on a vraiment découvert notre environnement, découvert la psychologie humaine, nous avons la possibilité d'être des adultes. Mais il se trouve que nous n'avons pas développé la responsabilité individuelle, nous n'avons pas développé la conscience de ce que nous sommes dans la globalité, nous avons écarter une partie de nous-mêmes, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes amputés de la puissance que nous pourrions avoir et qu'un adulte, par exemple, de 42 ans a entre les mains. Mais globalement, l'humanité ne s'est pas emparée de cette puissance, ne s'est pas emparée de ses capacités. Et au contraire, on peut dire qu'avec le plongeon dans la matière, nous avons misé sur la compensation de ce que nous avons perdu. C'est-à-dire que nous avions, dans cette époque où nous étions des êtres divins, nous avions la capacité de communiquer par les voies de l'esprit, de communiquer subtilement, nous avions la capacité de nous déplacer par la force de l'esprit, et tout ça, nous l'avons perdu, et pour compenser ce que nous avons perdu, nous avons inventé des outils absolument merveilleux, puisque ce soir, si je peux vous parler, c'est parce que justement nous avons inventé tout cela, mais je n'oublie pas que nous avons inventé tout cela parce que nous avons perdu, en plongeant dans la matière, notre capacité à échanger par les voies subtiles, à nous déplacer par la force de l'esprit, et que pour pouvoir, donner quand même satisfaction à notre désir profond de communiquer les uns avec les autres, de nous voir, de nous déplacer, nous avons inventé tout un tas d'outils, mais parce que nous avons l'intuition que ça fait partie des prérogatives de l'humain, ça fait partie de ce que nous avons à faire. Nous avons à faire quelque chose ensemble. Et comme nous avons perdu la capacité spirituelle de le faire, eh bien, nous avons inventé les outils qui allaient compenser ces pertes. Et à force d'avoir utilisé ces outils, eh bien, nous en avons totalement oublié les capacités psychiques, on va dire psychiques, mais surtout spirituelles, qui sont les nôtres. Nous avons de la même manière, au cours de cette évolution, nous avons de la même manière oublié que la Terre est elle aussi un être spirituel. Nous avons considéré la Terre comme un amas d'atomes, comme un amas de matière, et nous avons totalement zappé le fait que la Terre est un être spirituel et que la conscience humaine, elle aussi, est un être spirituel qui s'est uni avec l'être spirituel qu'est la Terre. Et de cette manière,
De cette manière, eh bien, nous considérons la Terre comme une matière inerte. Quand je dis nous, c'est dans la globalité de l'humanité, hein, bien sûr. Et nous allons piocher dans la Terre tout ce dont nous avons besoin pour nos outils, mais nous oublions totalement que la Terre est un être spirituel comme nous et qu'elle a une évolution qui est parallèle à la nôtre. Parce qu'en même temps que l'humanité évolue, eh bien, la Terre, elle aussi évolue, son corps évolue, et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement. Au lieu d'aller chercher dans nos ressources spirituelles illimitées, nous allons sans cesse chercher dans les ressources matérielles que nous voyons limitées. Et donc, nous avons comment dire, nous vivons dans un univers fini alors que nous sommes des êtres infinis, ce qui explique probablement beaucoup de souffrances de la part des humains. Et lorsque nous sommes de cette manière complètement enfermés dans une vision matérialiste des choses, au passage, j'aime bien dire que les religions ont disparu, mais maintenant il y a une autre religion qui est imposée, en tout cas en Occident et en France en particulier, c'est la religion matérialiste. C'est-à-dire que nous sommes priés de croire à la vision matérialiste des choses. Dans les écoles, on nous enseigne une vision matérialiste du monde et on ne nous dit pas que c'est une vision possible alors que d'autres visions existent. Non, cette vision-là, elle est considérée comme la vision obligatoire, la base, la seule possible. Et puis après, les autres visions seraient un peu comme des loisirs, un peu comme des fantaisies auxquelles certains humains s'adonneraient pour effectivement voir les choses autrement, se distraire peut-être. Et donc, dans cette façon de vivre, eh bien, nous avons entretenu une espèce de rivalité entre l'esprit et la matière. L'esprit a été expulsé de la matière, et l'être humain a expulsé l'esprit de la matière, et donc il est aujourd'hui dans une conscience très très faible du millefeuille qu'il est, de sa réalité globale et de la réalité de la Terre. Et donc, ça occasionne un combat permanent entre deux forces, en fait. Hein. Les forces de la lumière que nous contenons en nous, parce que même si nous avons oublié qui nous sommes, il se trouve que nous sommes restés lumière, nous sommes restés esprit. Et ce que nous contenons dans le noyau de nos cellules veut absolument s'exprimer, veut vivre. Et l'intention de la conscience humaine, dès le départ, son intention, qui est de se manifester pour exercer le libre arbitre, se souvenir qu'elle est esprit, se souvenir qu'elle est amour, cette intention ne nous a pas lâchés. Elle n'est pas forcément présente dans notre conscience, mais elle est présente dans notre corps et parfois, elle se manifeste en nous, notamment lorsque tout à coup, nous nous posons la question du sens de notre existence, lorsque nous nous posons la question de la raison pour laquelle nous sommes là, lorsque tout à coup nous sommes insatisfaits alors que nous avons autant de matière que possible, autant de voitures, d'ordinateurs, de robots ménagers, de robots tondeuses pour ce qui me concerne. Tout ça c'est magnifique, tout ça c'est absolument là, et pour autant, quelque chose n'est pas satisfait en nous. Eh bien, ce quelque chose qui n'est pas satisfait en nous, c'est l'appétit spirituel que nous avons et que nous ne savons pas satisfaire, que la plupart des humains ne savent pas satisfaire. Alors évidemment, vous qui êtes là, vous êtes a priori intéressés par cette dimension et vous êtes en appétit spirituel et vous savez le satisfaire. Pour autant, la plupart des humains, moi je suis allée au supermarché cet après-midi, je peux vous assurer que je vois bien que c'est difficile au supermarché de se souvenir que je suis esprit et je vois bien que la plupart des personnes autour de moi ne semblent pas se souvenir qu'elles sont esprits. Ou s'il y a un esprit, un au-delà complètement lointain, difficile à atteindre. Or, la conscience humaine aujourd'hui est appelée vraiment par l'esprit contenu dans notre corps à se souvenir de l'esprit qu'elle est.
Et c'est là la crise évolutive dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Toute notre évolution nous a conduit à cette crise pour que nous réalisions l'homme-esprit, c'est-à-dire l'homme, l'humanité incarnée et l'esprit présent dans le corps. C'est-à-dire l'esprit ne doit plus être à l'extérieur, il ne l'est pas de fait, mais il a été conçu par la pensée à l'extérieur de l'être humain, alors qu'en réalité, il est bien à l'intérieur, dans le noyau des cellules. Et cet esprit est à retrouver, à faire vivre, à faire revivre, parce qu'effectivement, pour la plupart des humains, il a été un peu anéanti, il a été tué quelque part. Et là, actuellement, l'humanité a faim d'esprit. Nos frères et nos sœurs humains ont soif de spiritualité. Les frères et les sœurs humains ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont esprits, ils ont besoin que cet esprit qui est dans leurs cellules soit reconnu, soit alimenté, soit abreuvé. Et nous qui sommes là aujourd'hui à nous intéresser à ces questions, eh bien, nous sommes ces équipes de volontaires, ces guides guérisseurs de l'humanité qui ont vocation à apporter cette nourriture spirituelle à ceux qui appellent à se souvenir et à vivre dans leur quotidien l'esprit qu'ils sont. Moi, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais dire et j'espère que vous aurez des questions sur le sujet si besoin. J'ai l'impression d'avoir été un petit peu brouillon. Bon, c'est pas bien grave, hein. J'ai voulu à la fois regarder mon papier et à la fois laisser venir les choses telles qu'elles venaient. J'en arrive maintenant au point suivant. Comment, à notre échelle, agir pour l'évolution de la conscience? Parce que je viens de le dire, l'humanité aujourd'hui est arrivée au sommet de sa matérialité, on va dire, et veut retrouver, a l'appétit de retrouver sa nature spirituelle. Et effectivement, on peut constater aujourd'hui que dans l'humanité, il y a des mouvements d'insatisfaction. Je vais prendre quelques exemples. Le mouvement des yeux en France, donc à la fin de l'année dernière, pour moi, est une grande manifestation du besoin de fraternité des humains. Mais c'est aussi, pour moi, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est un mouvement où on pouvait voir la non-conscience, la non-responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire qu'il y avait le bouc émissaire, il y avait le papa insatisfaisant par le président de la République, il y avait pas assez de matière, pas assez d'argent, pas assez de dialogue, pas assez de etc., pas assez de liens entre les humains. Donc ça, par exemple, on peut voir que ces actions-là montrent bien l'insatisfaction et la recherche de quelque chose d'autre. On peut voir aussi, par exemple, dans cette jeune Suédoise ou Norvégienne, Greta Thunberg, qui s'occupe d'écologie, on peut voir aussi comment des actions sont menées pour la planète. C'est-à-dire que là, on peut voir dans ce mouvement mené par cette jeune fille, quelque chose qui dit « Oh, faites attention à la planète ». Mais on peut voir quand même que tout ce qu'elle dit, finalement, est assez peu suivi de faits concrets. Parce que la planète n'est pas présentée comme un être spirituel, elle est présentée comme quelque chose qu'on doit léguer à nos enfants, comme si elle nous appartenait, comme le patrimoine, en fait, qu'on doit léguer à nos enfants et qui doit être en bon état. On peut voir aussi dans pas mal de mouvements spirituels des choses comme on peut dire par exemple voilà, on va envoyer de l'amour, envoyer de l'amour, ça c'est un truc qui fait plaisir. On va pardonner aussi, ça c'est un truc qui marche bien, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des choses pour être mieux ensemble, hein. Et tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont beaucoup dirigées par la pensée, qui sont beaucoup dirigées par les émotions, par la culpabilité aussi. Et tout ça, c'est en fait, on essaye de mettre de l'air climatisé en enfer. L'expression n'est pas de moi, c'est Guylaine Lanctot qui utilise cette expression. Mais j'aime plutôt bien tous ces mouvements humanistes, ces mouvements écologistes, ces mouvements de fraternité, de bien-être, on envoie de l'amour, on va mieux ensemble. Tout ça, ce ne sont que des méthodes pour essayer de rendre l'enfer de la vie sur Terre plus agréable. Mais en réalité, on ne va toujours pas
toujours pas dans notre réalité spirituelle, on ne va toujours pas dans les possibilités illimitées qui sont à l'intérieur de nous par l'esprit qui est dans notre corps. Et donc, comment faire? C'est bien là où, justement, une fois qu'on a évacué la bataille des arguments, les grandes idées, l'humanisme, la clim pour aller pour avoir un peu moins chaud dans notre enfer, eh bien, comment faire pour agir par les voies de l'esprit? Eh bien, la première chose à faire, c'est de comprendre, évidemment, que l'esprit, il est à l'intérieur de nous. Notre conscience a été enfermée dans le formage humain. Notre conscience a été formatée par des générations et des générations de croyances guidées par la pensée. Dans une guidance que j'ai reçue récemment, il nous était donné de visiter le château de Dracula comme étant symbolique du château de nos pensées. Nos pensées ont tout organisé pour nous. Et là, il s'agit de comprendre que dès lors que nous allons dans la pensée et que nous limitons la conscience à la pensée, alors nous restons prisonniers. Et à notre échelle, nous avons la possibilité de regarder lorsque notre conscience est emprisonnée par la pensée ou lorsque notre conscience est ouverte à l'esprit que nous sommes. Lorsque notre conscience est emprisonnée par notre pensée, elle fait du raisonnement logique, elle fait de la stratégie, en général, elle ne vit pas l'instant présent, elle vit dans le passé ou elle projette dans le futur. Tandis que lorsque notre conscience est en phase avec l'esprit, elle peut utiliser la pensée, parce que c'est un outil merveilleux à notre service, mais elle n'est pas le jouet de la pensée. Mais bien souvent, notre conscience est limitée à notre pensée. Donc, à notre échelle, chacun pour nous, chacun dans notre quotidien, nous avons la possibilité de faire la part de ce qui est de la pensée et de ce qui est autre chose que la pensée, ce qui est notre conscience qui sait utiliser la pensée, notre conscience qui est remplie parfois de pensées, oui, pourquoi pas, remplie d'émotions, remplie de sentiments, remplie de ce que nous percevons à l'extérieur de nous, mais qui peut aussi se remplir de l'esprit que nous sommes, du je suis, c'est-à-dire de l'esprit collectif que nous avons individualisé, nous, en étant l'être unique que nous sommes. Et ça, c'est la première des choses, comprendre l'enfermement de la conscience dans la pensée et décider de sortir de cet emprisonnement. Non, je sors de la geôle que ma pensée, dans laquelle ma pensée voudrait m'enfermer. Je sors de cela et je ne reste pas une seule pensée. Je suis une conscience qui sait utiliser ma pensée. Pour cela, ce qui facilite évidemment, c'est de se souvenir que l'esprit vit à l'intérieur de moi, que l'esprit est un et qu'il vit dans chacune de mes cellules. C'est-à-dire que dans le noyau de mes cellules, il y a mon âme. L'âme, c'est l'individualisation de l'esprit. C'est l'encodage de l'esprit qui lui est un, qui est réel, l'encodage donc de l'esprit dans la matière. L'âme, c'est ce qui fait que je suis Marie-Odile et je ne suis pas Jean-Claude. Jean-Claude est Jean-Claude et Marie-Odile est Marie-Odile. L'âme, c'est ce qui fait que l'esprit se manifeste d'une manière singulière avec chaque être humain que nous sommes. Mais cette âme, c'est pas un concept, c'est quelque chose qui a une matérialité. On peut dire que l'ADN, par exemple, l'ADN, on pourrait dire, est l'encodage de l'esprit dans la matière. Et donc, l'ADN est quelque chose qu'on peut identifier. On pourrait dire que l'âme est vraiment cette manière que l'ADN a pris d'encoder l'esprit pour former le corps que nous sommes, pour former l'être psychique que nous sommes. Et donc, il est essentiel de se souvenir que notre âme est dans notre corps et non pas à l'extérieur de notre corps. L'âme a été propulsée par l'esprit
pour qu'il se manifeste dans la matière, et donc l'âme est dans le corps. Et ça, c'est très important d'avoir conscience de ça. Et lorsque je veux ressentir mon âme, lorsque je veux ressentir l'esprit et être homme, femme, esprit, eh bien, c'est en étant dans la conscience de mon corps que je vais y parvenir. Ça n'est pas en sortant ma conscience de mon corps et en allant planer au-dessus de l'Himalaya, pas du tout. C'est en étant complètement à l'écoute de ce qui se passe dans le corps que je vais capter l'esprit qui vit en moi et que je vais en même temps accueillir les forces de l'esprit dans la matière et que je vais contribuer à la spiritualisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi individuellement? Une fois qu'on a compris que nous étions prisonniers de notre pensée et qu'on peut s'en libérer, que c'est un acte volontaire de notre part, qu'on a compris que l'esprit est dans le corps, que l'âme est dans le corps, eh bien, il y a une décision à prendre aujourd'hui. Il y a une décision à prendre, si on est d'accord avec ça, bien entendu, et cette décision, c'est de dire oui aux forces de l'esprit dans mon corps. Oui, je peux dire oui à l'action de l'esprit dans mon corps. Je ne suis pas obligée de subir les lois de la matière telles qu'elles m'ont été apprises, telles qu'elles ont été imposées dans l'histoire de l'humanité. Je peux, moi, activer la force de l'esprit dans mon corps et je peux faire en sorte que la loi de l'esprit règne dans mon royaume, dans mon corps. Et ça, c'est quelque chose que je peux décider et que je peux mettre en route. Bien sûr, ça va se heurter avec le formatage humain qui a été le mien et qui dure depuis des siècles et qui a été nécessaire pour que l'humanité arrive à ce stade où elle est aujourd'hui. Mais je peux dire, moi, je réveille en moi les forces de l'esprit. Je vais citer un exemple que j'ai vécu personnellement. Il y a 3 ans, je suis tombée, je m'étais assez grièvement blessée au genou gauche et j'ai choisi de me soigner par les forces de l'esprit. C'était un moment où j'étais vraiment beaucoup en recherche de ça et j'ai choisi de dire, voilà, ce sont les forces de l'esprit qui vont guérir ce genou. Je voyais bien que l'âme dans mon corps pouvait restaurer le ligament du genou gauche qui était abîmé. Et il y a eu de nombreuses fois où des preuves ont été données de la guérison par l'esprit. Et nous pouvons activer cela. Nous pouvons activer la force de l'esprit à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin, on peut tout à fait faire d'autres choix, mais sachons que ça existe et sachons que nous pouvons le faire. Nous avons cette possibilité d'activer les forces de l'esprit en nous et de faire en sorte que ces forces-là agissent sur notre matière. Et c'est de cette manière, me semble-t-il, que nous allons pouvoir faire en sorte que cette nouvelle espèce humaine arrive sur la Terre, parce que c'est ça l'intention de la conscience humaine, c'est librement de faire de notre corps de chair un corps vibratoire, un corps qui va pouvoir vivre l'esprit totalement tout en étant sur la terre. C'est-à-dire que, en fait, il s'agit de réunir la matière et l'esprit dans notre corps. Il s'agit de libérer la matière des lois de la matière, des lois de la pesanteur, des lois de la gravité, des lois de la dégradation de la matière. Toutes ces lois auxquelles nous croyons aujourd'hui, eh bien, nous devons savoir qu'elles ne sont pas obligatoires et que l'esprit peut régner sur la matière. L'esprit peut vraiment prendre sa place et faire en sorte que la gravité ne soit pas une obligation. Alors, c'est très frustrant de savoir ça et d'observer que la pomme tombe encore du pommier. Mais pour autant, eh bien, c'est encore parce que notre croyance en ces lois de la gravité est plus forte que la conscience de l'esprit qui vit dans notre corps. Il faut dire que nous sommes encore dans une humanité qui majoritairement est
emprisonnés dans cette croyance des lois de la matière et des lois de la gravité, et que nous ne pouvons pas encore nous désolidariser totalement de la fraternité humaine dans laquelle nous vivons. Mais ce que nous pouvons faire, c'est par notre propre conscience alimenter la conscience humaine et faire en sorte que cet âge de 6 ans, cet âge global de l'humanité qui a 6 ans et qui est encore très endormi et très peu adulte dans sa manière de prendre ses décisions, eh bien, que tout à coup, l'humanité, eh bien, arrive à la conscience que l'esprit est là et que l'esprit peut régner sur la terre. Donc, nous pouvons, nous, décider de ça pour nous-mêmes, et nous pouvons aussi considérer que nous sommes là pour contribuer à l'avènement de cette nouvelle espèce, à l'avènement de la fraternité qui veut vivre sur la terre, une fraternité où l'amour véritablement est la loi. Et de ce fait, nous arriverons à cette étape où nous offrirons à la conscience de la Terre, nous offrirons à la conscience de l'humanité et nous offrirons au principe créateur, au divin, le fruit de l'expérience que nous aurons vécue. C'est-à-dire que nous arriverons de cette manière à pouvoir accélérer l'évolution de l'esprit pur, de l'esprit lui-même, en lui offrant les fruits de notre expérience. Lorsque nous aurons réussi à faire régner les lois de l'amour, la loi d'amour sur la terre, alors nous ferons grandir Dieu, on peut dire ça comme ça. Nous ferons grandir l'esprit. Cette expérience est voulue par l'univers, par le plan divin, pour sa propre croissance. Et nous sommes là, nous avons là, on pourrait dire, si on veut résumer, que nous avons la possibilité de faire grandir Dieu, et que c'est exactement ça l'enjeu de notre présence sur la terre. Alors concrètement, moi c'est un petit jeu auquel je me livre en ce moment, parce que c'est de regarder le pommier et de me dire, je sais que la pomme peut ne pas tomber. Je fais référence à l'expérience de Newton qui découvre les lois de la gravité en observant une pomme qui tombe vers la terre. Et là, tout à coup, moi, je me dis, quand j'observe une pomme, je dis oui, dans ma croyance ancienne, la pomme tombait, mais dans ma conscience de l'esprit qui règne sur la terre, la pomme ne tombe pas. En tout cas, elle tombe si l'esprit décide qu'elle tombe. Mais la matière ne l'emporte pas sur l'esprit. Et l'esprit peut tout à fait maintenir la pomme en lévitation. Alors, on pourrait me dire, va tout de suite à l'hôpital psychiatrique, hein, parce que c'est vraiment des histoires de n'importe quoi. Et pourtant, c'est ça. Notre mental déteste que je dise ça, mais pourtant, c'est ça. La pomme peut ne pas tomber. Le décodage matérialiste du monde nous fait croire que la pomme tombe, et donc la pomme tombe. Et donc, au lieu de penser qu'il y a une loi de la gravité qui attire vers le centre de la Terre, on pourrait tout à fait se dire qu'il y a une lumière qui, jusqu'à présent, a appuyé sur nos épaules pour que nous restions sur la terre pour les besoins de l'incarnation. Mais dès que notre conscience est suffisamment grande, cette lumière peut tout à fait se maintenir à l'état de lumière et ne plus appuyer sur toute chose pour que ça dégringole vers le centre de la terre. Et c'est exactement ça. Regardons une pomme et disons, ma pensée me fait croire qu'elle tombe, mais je sais que la force de l'esprit peut dégager la pomme de l'obligation de tomber et que la pomme peut être maintenue en suspension dans l'air. Ce que nous pouvons faire aussi, concrètement, c'est exercer notre vision par le troisième œil, c'est-à-dire que notre conscience est bien souvent remplie par tout ce que nous regardons à l'extérieur de nous avec nos yeux de chair. Or, nous avons l'expérience, lorsque nous méditons, lorsque nous accueillons d'autres fréquences que notre fréquence terrestre dans notre conscience, nous avons l'expérience que nous pouvons voir en dehors de nos yeux de chair, que nous avons un équipement intérieur, une conscience à l'intérieur de nous qui nous permet
d'exercer la vision autrement qu'avec les yeux de chair. Eh bien, moi, une de mes propositions, c'est de nous exercer régulièrement à accéder à cette vision, à faire en sorte que notre conscience capte la vision des choses de l'intérieur de nous. Par exemple, ça peut être très intéressant d'aller visiter un rein, un foie, un pancréas, le faire. Attention, je ne parle pas de visualisation. Les techniques de visualisation sont des techniques cognitives, des techniques de pensée. Là, ça n'est pas le cas. Ce que je propose, c'est de laisser la vision que notre conscience capte se mettre en forme dans notre conscience. Notre conscience va alors chercher ce qu'elle a dans sa bibliothèque pour mettre une forme à ce qu'elle va capter, mais c'est une image qui va arriver parce que notre conscience est allée voir à l'intérieur de nous. Et je vous assure, c'est quelque chose que nous pouvons faire. C'est quelque chose que nous pouvons faire si nous arrêtons notre pensée. Si nous arrêtons notre pensée, si nous fermons les yeux, dans un premier temps, ça peut être utile de fermer les yeux, et que nous disons, tiens, aujourd'hui, je vais aller regarder mon foie. Et bien voilà. Et là, immédiatement, ma conscience va voir mon foie. Et moins j'en sais sur le foie médicalement, plus ma vision va être claire. Plus j'en sais, plus ma pensée va vouloir s'en mêler. Donc l'intérêt, c'est de rester ignorant et d'accepter de ne pas savoir. Moi qui souvent donc ai la capacité de voir ces choses, d'entendre ces choses, le processus de vision s'arrête dès lors que mon mental veut savoir de quoi il est question. Dès lors que mon mental, ma pensée veut dire, tiens, ah ben oui, tu connais tel endroit, ah ben oui, c'est fait comme ça, alors le processus de vision intérieure s'arrête. Donc, nous pouvons nous exercer à cette vision à l'intérieur de soi. Nous pouvons nous exercer à aller voir une autre feuille de notre millefeuille. Puisque j'ai parlé de ce millefeuille, nous pouvons vraiment aller communiquer avec une conscience de nous-mêmes qui est sur un autre plan, sur une autre fréquence. Au début, quand j'ai commencé à canaliser en 2006, on me demandait mais qui est mon guide? Et effectivement, à cette époque-là, moi j'étais quand même très, on va dire, très encore paramétrée par les choses un petit peu de l'astral et de luciférienne. Et je croyais que les guides étaient des êtres extérieurs à nous. En réalité, non. Nos guides sont des feuilles de notre des feuilles de notre millefeuille sur une fréquence plus élevée. C'est-à-dire, mon guide, c'est je suis, et avec les différentes fréquences sur lesquelles il vibre, eh bien, il nous guide. Et donc, on peut faire l'expérience d'aller écouter ces fréquences plus élevées de nous-mêmes. C'est quelque chose que nous pouvons faire tous les jours. Tiens, voilà, aujourd'hui, je demande à une fréquence plus élevée de m'indiquer ce que je dois comprendre de telle situation que je vis, ce que je peux faire dans cette situation que je suis en train de vivre. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons nous entraîner à faire. Quelques petits exercices. Hein. Moi, j'aime bien les exercices concrets, pratiques. Et donc, ça, dès lors que nous nous entraînons à ce genre de choses, eh bien, nous permettons à l'esprit de se manifester dans notre corps. Et de ce fait, nous contribuons à la spiritualisation de la matière. Nous faisons en sorte que la terre, la matière qui nous entoure, toutes les choses qui nous entourent, vibrent un peu plus sur la fréquence de l'esprit, active un peu plus la présence de l'esprit. Et bien entendu, nous permettons à la conscience humaine de grandir. Nous permettons à la conscience humaine de s'élever et ainsi de se souvenir un peu plus qu'elle est esprit. Plus nous reconnaissons, j'en arrive à la conclusion et je vais vous donner la parole maintenant, plus nous reconnaissons que nous sommes l'esprit, plus nous ressuscitons l'esprit, parce qu'on peut dire que l'esprit a été tué par notre vision matérialiste du monde, par la pensée, mais si nous réveillons l'esprit, si nous permettons à l'esprit de vivre sur la terre, alors nous permettrons à l'ensemble de l'humanité d'accéder à sa vision spirituelle, à la vision spirituelle du monde.
Voilà ce que j'avais à dire sur l'évolution de la conscience. J'ai l'impression que j'étais très brouillon, mais bon, voilà. Jean-Claude, tu es là, Jean-Claude? Oui. Et Clotilde. Alors, bon, voilà, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc, Clotilde, je vais te passer la parole et tu vas poser la première question. Clotilde? Oui, Je suis contente de te voir, coucou. Clotilde. Eh Coucou. ben, moi aussi, je suis contente de te voir, Marie-Odile, pour ce nouvel exercice de rentrée. Euh, bon, et en plus, la primeur de la première question. Super. Ouais. D'abord, merci. Merci, c'était très, très, très nourrissant et voilà, avec beaucoup de questionnements, mais au fur et à mesure, euh, j'en ai noté une ou deux. Il y en a une, c'est vraiment en lien avec ce que tu as dit au tout début. C'est par rapport donc à la conscience. Tu expliques que la conscience, c'est avant, nous précède en fait dans notre incarnation et nous et continue après. Et du coup, je me posais la question de est-ce que du coup cette conscience individuelle, j'ai envie de dire, qui perdure, a un impact, continue d'avoir un impact sur le corps de la Terre, en fait, sur la Terre. J'espère être à peu près clair. Oui. Je peux répondre maintenant si tu veux. Pour Ouais, moi, en fait, la conscience de la Terre et la conscience humaine dans sa globalité se sont mariées. C'est un mariage qui a eu lieu, qui a été décidé hein, pour les besoins d'une expérience. Et on peut dire que chaque personne qui fait partie de la conscience humaine ben, va continuer régulièrement à participer à l'évolution de la conscience humaine et à l'évolution de la Terre. Donc, on peut dire que tous les êtres humains qui s'incarnent un jour, eh bien, continuent d'appartenir à la conscience humaine, même s'ils ne se réincarnent pas. Si je prends l'exemple de Jésus, Jésus, par exemple, il s'est incarné et on peut dire que lui, il a fait suffisamment de boulot pour pas avoir besoin de se réincarner, c'est-à-dire de se remanifester dans la matière. Mais pour autant, il continue de travailler pour la Terre, il continue véritablement, il est lié à la conscience humaine, on pourrait dire de façon définitive, parce qu'il n'y a pas, nous on parle de définitif, ça veut dire qu'il y a du temps. En réalité, on veut dire il, il, il fait partie de la conscience humaine et donc ce qu'il est aujourd'hui, incarné ou pas incarné, continue d'agir dans l'humanité et sur la Terre parce que ces deux-là sont mariés. Et donc, effectivement, la conscience individuelle de chacun de nous continue d'agir sur la Terre. Bien, pour moi, oui, bien sûr, puisque à partir du moment où une personne, un je suis, moi j'appelle le je suis, la conscience individualisée, je l'appelle le je suis. Le je suis, c'est la nature spirituelle de l'être. Un je suis s'est manifesté sur la Terre, eh bien, il continue d'agir dans la conscience humaine et donc d'agir avec la conscience de la Terre. Est-ce que ça répond à ta question? ouais, ça répond à ma question. Ouais, 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 super. D'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que ta question, en tout cas, moi, m'amène à parler aussi de la responsabilité. C'est-à-dire que, Et oui, moi, c'est ce qu'il y avait derrière. bah oui, Et oui. tu veux en dire quelque Et chose ou bien... non, du coup, je mesurais à quel point aussi, je mesurais encore plus la responsabilité finalement en tant qu'individu, on avait dans cette évolution de la conscience en fait. Et, et voilà, et de cette empreinte, on parle d'empreinte écologique, etc. Mais il y a aussi, j'ai envie de dire, peut-être une empreinte spirituelle. Je ne sais Bien pas sûr, si c'est le astral, cas.
Mais bien sûr, il y a une Oui, empreinte, même au niveau psychique, donc astral de la Terre, il y a aussi une empreinte, et au niveau causal ouais. de la Terre, il y a aussi une empreinte, à tous les niveaux. Et surtout, vraiment, c'est pas pour mettre de la pression, mais moi j'ai envie de dire que tous les détails ont leur importance. C'est-à-dire que le moins, je fais ce geste, par exemple, eh bien ce geste, il laisse une trace quelque part. Alors, vous imaginez, quand c'est un petit geste comme ça, on peut se dire c'est pas grave, mais jusqu'où il faut aller. Et la conscience individuelle, elle devrait nous permettre aujourd'hui de vraiment mesurer justement tous ces impacts, l'impact sur le physique, l'impact sur le plan astral, l'impact sur le plan causal et l'impact au niveau de la conscience globale, de l'esprit, bien sûr, c'est très important. Mm. Yes. Il se trouve que l'autre jour, je suis allée aux obsèques de quelqu'un que je connaissais bien, c'est le frère d'un ami. Et donc, cet homme est mort jeune et il avait une vision un peu matérialiste du monde, etc. Et il est mort le samedi et les obsèques avaient lieu le jeudi. Et le lundi, il est venu me rendre visite. Parler avec les défunts, pour moi, c'est assez logique. Hein, c'est pas compliqué du tout. Et il est venu me rendre visite parce que entre le moment de sa mort et le moment de ses obsèques, en fait, eh ben, il était embarrassé. Il s'est tout à fait embarrassé parce que tout à coup, là, dans son processus d'éloignement de son corps physique, ben, il se rendait compte qu'il n'avait pas du tout compris sa vie et il était embarrassé. Il se sentait très mal de ne pas avoir vu tout ce qu'il se rendait compte qu'il fallait voir. Et donc, en fait, il cherchait à tout prix quelqu'un dans son entourage qui ait une vision spirituelle des choses pour l'aider pour lui dire deux, trois trucs et puis lui dire, mais allez, vas-y, maintenant, voilà, c'est le moment où tu te tournes plus sur la terre, sur la terre, tu vas pouvoir continuer ce que tu as à faire, ce que tu n'as pas fait sur la terre, tu vas pouvoir le continuer et il n'y a pas de souci en fait. Mais effectivement, regarde la réalité des choses. Et voilà, là j'ai mesuré, comme tu viens de le dire, l'impact d'une personne qui a vécu sur la terre et qui se rend compte après son départ du corps physique du désert dans lequel elle se trouve parce qu'elle n'a pas su nourrir l'esprit qui était dans son corps. Et ça, c'est important. Eh oui. Et du coup, ça me met en parallèle avec ce que tu disais de peut-être l'humanité qui tout d'un coup était à l'âge de 6 ans et va se réveiller un lendemain matin et se retrouver dans un corps, je veux dire, de 42 ans. Et je me dis, est-ce que ben, là aussi, il n'y aura pas du boulot à faire quelque part comme tu as pu le faire auprès de ce défunt Je me dis, On est là pour ouais, ça. ouais. Et c'est ce que je trouve absolument merveilleux. Bon, depuis 2019, les choses se sont accélérées. Enfin, pour moi, alors, évidemment, je vois les choses depuis ma chapelle. Hein, je vois les choses depuis mon prisme, bien sûr. Mais moi, j'ai ressenti que depuis le début de l'année 2019, le monde spirituel pilonne nos consciences. Vraiment, le monde spirituel nous rend perméables à sa présence. C'est quand même fort ce qui est en train de se passer. Et tout s'organise pour qu'effectivement, il y ait une équipe de volontaires qui soit prête pour ce passage de l'âge de 6 ans à l'âge de 42 ans. Et moi, l'intuition que j'ai, c'est qu'il va y avoir des pertes de repères considérables, il va y avoir un vent de folie en fait. Et comme je l'ai fait avec ce défunt l'autre jour, c'était pas lundi dernier mais l'autre d'avant, eh bien c'est de dire, ok, tout va bien, regarde, tu es juste un être spirituel, tu l'avais oublié, et puis regarde, tu as plein de choses nouvelles, tu as plein de compétences nouvelles. Simplement, il faut que tu arrêtes de regarder ta voiture et ton frigo, parce qu'il y a autre chose de plus intéressant à faire. Et actuellement, dans les discours écologistes, on nous dit arrêtez de voyager, arrêtez de consommer, arrêtez tout, privez-vous des choses, mais on ne nous dit pas qu'il y a mieux à faire. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est intéressant. C'est pas intéressant d'arrêter de penser, mais c'est tellement intéressant d'accéder à la vision intérieure. Et moi, c'est pas difficile d'arrêter de penser quand j'accède à ma vision intérieure, parce que c'est beaucoup plus intéressant d'accéder à cette vision-là que de penser. Donc, dans la démarche d'aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est il ne faut renoncer à rien, parce qu'il y aurait de la frustration, mais il faut accéder à quelque chose de mieux. Et de ce fait, je ne regarde plus en arrière, parce que ce n'est pas intéressant, c'est fade. Et c'est génial d'en être là.
Oui. Excusez-moi, Moi, je suis enthousiaste. si je peux me permettre, Clotilde, Oui. une dernière question. Bah si, s'il y a le temps, hein, sinon pas une question, oui, peut-être Allez, une une dernière. réflexion, Hein? ouais. Ok, J'espère que ça va en tout merci. cas contribuer. Euh, Tu parlais, ouais, t'as fait, t'as parlé t'as mis en parallèle le mot réfléchir et le fait qu'effectivement la pensée soit le miroir de l'esprit et ça m'a beaucoup parlé et ça m'a fait faire un parallèle avec la lune et le soleil. Tout à fait. Comme si effectivement la pensée était finalement la lune et apportait la lumière, mais parce qu'elle était éclairée par l'esprit. Et voilà, ça m'a beaucoup parlé, du coup. Ça fait bouger ma conscience et je me disais que c'est pour ça finalement que tout ce qui est recherche par la pensée, euh, sans la conscience, c'est vain en fait. C'est Ouais, sans voué à l'esprit, l'échec absolument. malgré, malgré tous les élans qui viennent du cœur, hein, de l'humain, dans sa recherche, que ce soit la science, l'écologie, et j'ai envie de dire même la recherche spirituelle, en fait. Si Oui, ça oui, passe pas par un niveau de conscience, par un changement de conscience, c'est vain. Et exactement. ça me fait des frissons parce que quand il y a enfin, cette prise de conscience, elle est pas, c'est pas rien aussi de la faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Et Ouais. Et c'est ça qui est difficile en ce voilà, moment. Mm. oui. C'est là la résilience en fait. C'est comme C'est que si les illusions étaient en train de, les illusions tombent en fait, ce qui n'est pas. c'est ça qu'on a construit avec notre pensée. Eh bien, là, tout à coup, on se dit, eh ben, c'est pas le bon plan. C'était pas le bon plan. Mais il a fallu le faire. Parce que c'est ça qui est intéressant Oui, aussi, c'est que moi, j'ai pas du tout envie de rejeter les expériences que nous avons faites. Elles ont toutes été hyper intéressantes et il y a des fruits à cueillir dans toutes ces expériences. Mais justement, il faut aller parfois au sommet de l'absurde pour pouvoir sentir que ça n'est pas satisfaisant. Et ce n'est que là, et moi j'ai vu ça dans ma vie bien souvent, plein de fois, je suis allée trop loin. J'ai fait 6 mois de trop dans plein de choses de mes expériences, dans mon travail, dans mes relations humaines. J'ai toujours fait 6 mois de trop. Pourquoi? Parce il faut aller jusqu'à l'écœurement pour vraiment changer quelque chose qu'on a construit, parce qu'on y a mis du cœur, hein, on y a mis de l'énergie, et donc on a du mal à renoncer. Et ben, c'est la même chose avec la pensée, et on en est là aujourd'hui. Ça va quand même être très compliqué de renoncer à la technologie, de renoncer à la pensée, parce que quand on va se rendre compte que ça n'est qu'un reflet et qu'il y a une source bien plus forte que ce reflet, eh bien ça va être facile. Parce que c'est facile, parce que c'est beaucoup plus intéressant, c'est plus intense. Là, je peux dire aujourd'hui, dans la globalité de l'humanité, on s'ennuie. Il y a de l'ennui. Et l'intensité, elle ne peut venir que dans la présence de l'esprit. Bon, très Et je suis bien. contente de ça. Clotilde, on va s'arrêter là pour toi. Et puis, merci beaucoup. Et on a pu admirer ton labrador, hein, qui était dans le Oui, fond. Ok. il y avait un joli Bon, chien d'ailleurs. merci Clotilde. Au revoir. Et Marie-Odile, eh bien, je vais te Oui. relayer une question de YouTube, donc de Priska Aller. L'esprit n'est-il pas absolu, donc complet? Que veut donc dire augmenter, amplifier l'esprit? Ça, c'est une vraie question. Oui, aussi. Euh, euh, il se trouve que moi, j'ai la perception que l'esprit est complet et en évolution. Ah, pour notre mental, ça va pas du tout. S'il est complet, il peut pas évoluer. Mais en même temps, moi, j'ai cette sensation qu'il est et complet et en expansion. Parce que quand on, quand on dit en expansion, ça ne veut pas dire incomplet. Ça veut dire que c'est en évolution. C'est-à-dire que moi, je crois que si nous, on part du principe que nous vivons une expérience d'évolution de l'humanité, c'est parce que tout est en évolution. On ne pourrait pas, nous, évoluer si
il n'y avait pas de l'évolution partout et en permanence. Donc, de cette manière-là, l'esprit est complet et en évolution. C'est la réponse que je peux faire avec le niveau de conscience qui est le mien aujourd'hui. Merci de cette question, Priska, dont je remercie la présence. Très bien. Alors là, on va tenter une connexion avec Elodie, qui a une très mauvaise connexion, puisqu'elle est à l'autre bout de la Terre, mais on va quand même tenter. Elodie, est-ce que tu peux nous parler? Elodie est figée un petit peu pour l'instant oui, avec sa fleur de tiare dans la... Son image va être fixe parce que le débit n'est pas suffisant. Par contre, tout à l'heure, on l'entendait bien. Donc, Elodie, si tu peux réessayer. Ah là là. Ah, on entend vaguement, j'entends vaguement sa voix, mais pas clairement. Ouais, non, je l'entends parce que je... Ouais, c'est très loin. Bon, tu peux me faire, Jean-Philippe, ou pas là? Non, mais... Bon, écoute, une autre petite question pour le moment qui vient de YouTube. Bon, une petite question rigolote, là. Voilà. Alors, concrètement... Alexandra. Quand je vais à Super U, faire mes courses, comment je fais pour nourrir l'esprit qui est en moi? Ah, ça, c'est difficile, Alexandra. Moi, j'y étais tout à l'heure à Super U, le même que celui que tu fréquentes d'ailleurs, et je t'assure, c'est pas facile. Parce que, en fait, faut rentrer dans le magasin en se disant, je me souviens que je suis esprit. Je me souviens que je suis esprit. Et donc, effectivement, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir regarder ce qui m'environne sans m'identifier à ce qui m'environne. C'est-à-dire que je vais regarder les rayons du supermarché, je vais faire ma liste de courses. Et bon, un des moyens que j'ai moi, c'est d'essayer de faire une liste, justement, et de ne pas me laisser happer par ce que je vois, mais de rester maître de mes décisions. Parce que ce qui me passe dans des endroits comme celui-ci, c'est que, étant très perméable à l'environnement, on peut avoir un très grand éloignement de soi. Et donc, se laisser aimanter par les objets qui nous entourent, au lieu que ce soit le contraire, que ce soit nous qui aimantions les objets. Et donc, c'est ça l'exercice. Quand je vais dans un endroit comme un supermarché, eh bien, ça va être de dire, c'est moi qui aimante l'objet et je ne me laisse pas aimanter par les objets qui m'entourent. Je me souviens que je suis esprit et je suis là pour satisfaire mes besoins matériels, mais je reste le capitaine du navire. Je maintiens la conscience de ce que je suis ici, dans cet endroit. Je ne suis pas cet endroit. Je vais dans cet endroit. Voilà ce que je peux dire de ça. Bon, très bien. Alors maintenant, on prend une autre personne qui attend depuis chez elle avec sa webcam. Ça va être Myriam. Oui. Myriam, à toi. Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour Marie-Odile. Bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde. Alors, toi Myriam, bougez les gens. Comment? Oui, vas-y. J'ai une question, mais elle est personnelle, mais je pense que ça concerne un grand nombre de personnes. Alors moi, je me sens en transition en ce moment. Et sans être à moi-même, et en même temps, comment dire, je sens que je pourrais tout réinventer, si tu veux, dans ma vie. La façon, les relations humaines, le couple, la nourriture, par exemple, la respiration, tous les mouvements, tout pourrait être réinventé, tout pourrait être revu, en fait. Et je sais que ça demande de mourir à l'ancien fonctionnement. Et voilà, ce qui se passe pour moi, c'est que comme je me sens en transition, je ne sais pas vraiment concrètement comment je peux passer en fait de l'ancien au nouveau. Heureusement que tu ne le sais pas. Voilà, et comment, si tu veux, comment retrouver, voilà, c'est ça, comment retrouver la lumière que nous sommes dans la matière. Oui.
Mais heureusement que nous ne le savons pas. Parce que si nous le savions, notre pensée s'en emparerait et nous mettrait dans un cercueil en quelque sorte. Ce serait un autre cercueil qu'elle inventerait pour nous. Tandis que là, il n'y a pas à savoir, il y a juste à laisser l'esprit agir. C'est plutôt de l'ordre du lâcher-prise que de l'effort. Et c'est ça qui est compliqué pour nous. Parce que notre mental, il déteste aller vers l'inconnu. Il fait une allergie à l'inconnu. Dans le paroxysme de l'allergie à l'inconnu, c'est l'attaque de panique. Eh bien, quelque part, il y a quelque chose de la panique. Et par exemple, moi, en ce moment, dans ma vie, je pourrais dire la même chose que la phrase que tu as dite, je suis en transition, hein, et je me sens très fort en transition. Et actuellement, je suis totalement stressée par le jardin. C'est totalement paradoxal, c'est totalement incongru, mais en réalité, je m'accroche au jardin comme parce que quelque chose en moi s'accroche à l'ancien. Et ça s'accroche au jardin, ça s'accroche aux légumes, ça s'accroche aux choses concrètes parce que ça veut pas lâcher totalement. Parce qu'en réalité, il faut simplement que je lâche prise. Et quand je dis ça, il faut que je lâche prise. C'est un paradoxe déjà. C'est-à-dire que il faut est contradictoire avec lâcher prise. Et pourtant, c'est ça. Et il faudra, je sais ce qui va se passer, et je regarde ce processus avec compassion pour moi. À un moment, je vais en avoir tellement marre de stresser à cause du jardin que ça va lâcher. Et c'est là où la chose va commencer à être intéressante. Et ce qui est souffrant, c'est à chaque fois que ça résiste. Et là, pour l'instant, dans cette transition, il y a de la résistance. Et ne nous lamentons pas de la résistance, elle fait partie du changement. Cette résistance, elle va nous faire, on va dire, souffrir un peu. Et grâce à ça, on va lâcher à un moment. Et à un moment, il y a quelque chose, ça va être tellement trop que ça va lâcher. Et je pense, on a cette expérience dans nos cellules avec la naissance. À un moment, on était fœtus dans le ventre de notre mère et c'était trop. À un moment, c'était trop. La force de l'esprit qui était en nous nous a mis dehors de l'utérus. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si là, en disant ça, est-ce que vous vous rendez compte que là, on sait que nous avons l'expérience d'un changement fondamental. Parce que quand on était fœtus, on ne respirait pas avec nos poumons, on était alimenté par le cordon ombilical, on était complètement dans un milieu aquatique et tout à coup, quelque chose a lâché. C'est pas, on ne savait pas vers quoi on allait. On ne le savait pas. Même si on en avait déjà l'expérience dans d'autres vies. On ne le savait pas. Et pourtant, l'esprit en nous a fait sortir. C'est génial. Donc moi, quand je me souviens de ça, j'ai une très grande confiance en ma capacité aujourd'hui à aller vers la nouvelle forme de mon corps, vers mon nouvel être, parce que j'ai cette expérience dans mes cellules. J'ai cette expérience d'en avoir ras-le-bol, d'être dans le ventre de Germaine et à un moment d'en sortir et de Wouah! Voilà, je crie, je respire, les alvéoles du poumon s'ouvrent et voilà, je deviens la petite Marie-Odile. Eh bien ça, cette expérience-là, je l'ai déjà. Donc il n'y a aucune raison que je ne sache pas mener l'autre expérience en laissant les forces de l'esprit me pousser à avoir le futur corps qui est en train de devenir. C'est génial, non? Donc, en fait, c'est aller au bout de l'expérience. Oui. Eh bien voilà, alors c'est ça. Et c'est ça qui est terrible en ce moment. C'est que quelque part, pour tous les êtres qui sont en chemin de conscience, c'est comme s'il y avait une espèce de, comment dire, d'insistance à être un humain. Il y a quelque chose qui nous dit, tiens, allez, finis ton expérience humaine, là. Va à fond dans ce que tu n'as pas voulu vivre, eh bien, tu vas y aller, là. Tu n'as pas voulu vivre la sexualité, allez, tu vas dans la sexualité. Tu n'as pas voulu vivre le corps dans sa densité, eh ben, tu vas y aller. Tu n'as pas voulu vivre les prises de pouvoir, eh ben, tu vas y aller. Enfin, c'est comme si, effectivement, il fallait aller, il fallait avoir vécu toutes les expériences de l'humanité pour pouvoir être suffisamment riche pour passer à l'étape d'après. C'est ça la maturité. C'est ça avoir 42 ans.
Et si on a 6 ans, eh ben, il y a des expériences à faire. Et donc, mais ça va aller vite, hein. Ce n'est pas des expériences qui vont durer des années pour moi, hein. C'est des expériences qui vont aller très, très vite. Mais moi, j'ai envie de redire encore, je vais le redire parce que ça me fait plaisir de le dire. Nous avons l'expérience d'un changement brutal de forme dans notre corps, parce que notre âme a le souvenir d'être désincarné et puis de s'incarner. Oui, ça c'est. Mais on pourrait se dire, bon, ça c'est là. Mais le corps, il a ce souvenir. Tu étais dans le ventre de ta mère, Myriam, et à un moment, tu es sortie du ventre de ta mère. Et tu as pu vivre. Et tu n'as pas eu à décider. C'est l'esprit en toi qui a décidé. C'est l'esprit en toi qui a donné les contractions à ta mère. C'est ça qui est génial. Ouais, merci Marie-Odile. Merci. Bon. T'as fini, Myriam? Oui, bah, j'avais une question, mais je suis pas sûre que... Vas-y, si. Oui, ça c'est très humain, Myriam. Allez, vas-y, jusqu'au bout de l'humanité. Ah ben jusqu'au bout de l'expérience, hein, d'accord. Hein. Donc, allez, vas-y. Oui, ben voilà, est-ce que tu as un aperçu de la nouvelle, enfin, je suis pas un aperçu, je sais pas comment je peux dire ça, de la nouvelle espèce humaine. Comment est-ce que tu pourrais, je sais pas, comment est-ce qu'on peut voir aujourd'hui comment est-ce qu'on va évoluer dans notre corps, en fait, comment ça va se passer. Je crois que je fais en sorte de ne pas avoir d'image de ça. Je n'ai que les visions en fait que j'ai pu capter dans le moment des guidances, par exemple, hein, d'un corps vibratoire, de quelque chose qui vibre, de quelque chose de sphérique. Il y a quelque chose autour de la fleur de vie. Mais je sais aussi que ça, ce sont des images qui sont à ma disposition dans ma bibliothèque personnelle et qui sont significatives. Elles sont symboliques en fait. Mais je crois que je n'ai aucune idée. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites avec la Merkaba, avec tout ça. Mais moi, je dis, je préfère ne pas savoir. Parce que c'est quand même mieux si je ne sais pas. Parce que dès que je vais savoir, mon mental va s'emparer de la chose et il va me limiter. Tandis que si je ne sais pas, alors tout est possible. Tu n'as pas envie de ne pas savoir? Oui. Mais tu vois, la première fois que je suis allée dans le désert, bien sûr, j'avais lu des choses ou j'avais regardé des images, mais c'est rien ça. La première fois que j'ai mis le pied dans le sable et que j'ai vu les dunes, mais là, ça vibrait de partout, tu vois. Et même si j'avais su avant, ça n'a rien à voir parce que c'est tout l'ensemble de moi qui était pris, alors qu'autrement, c'est juste la pensée qui était prise. Donc, je préfère en fait laisser l'esprit me faire sentir avec ses vibrations, avec la fleur de vie, avec le cristal, parce que tout ça, c'est des sensations quand même que j'ai. Mais pour l'instant, ma conscience n'a pas accueilli la forme définitive, la forme qui va advenir. Je ne sais pas. Par contre, je peux dire que j'ai la sensation de la manière dont je vais communiquer avec toi dans cette nouvelle forme. Ça, je l'ai, la sensation. Mais avec les autres aussi, je dis avec toi parce que c'est toi qui poses la question. Par contre, je ne sais pas sous quelle forme ça va se faire. Mais je sais déjà comment nous allons communiquer. Parce que c'est déjà là, pratiquement. Bon, Myriam, je te remercie. Et on a pu admirer quelques tableaux derrière toi, hein, et qui sont magnifiques. Oui, tout le monde aura reconnu. Et justement, j'en profite pour te remercier de faire des illustrations sur les guidances, hein, parce que c'est bien, ça nourrit le site, c'est très joli. Ouais, ok. Merci. Au revoir, Myriam. Merci. Trop tard, je vais couper la parole. Bon, alors, on va prendre une question de YouTube. Une question qui est vraiment qui concerne vraiment beaucoup de monde, hein. J'ai tellement l'impression que de lâcher prise et de l'effort,
C'est-à-dire que Oui, lâcher prise, c'est toujours... ouais, plein de gens disent «Ah oui, lâcher prise, etc.» Mais ensuite, c'est comment on fait? ouais. Vas-y, à toi. Bon, moi, je me suis posé la question longtemps aussi, c'est quoi le lâcher prise? Parce que justement, je n'y arrivais pas. En fait, pour moi, ma manière de lâcher prise, mais alors c'est mon témoignage, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Ma manière de lâcher prise, c'est de mettre ma conscience dans mon corps et dans l'instant présent. Et donc, justement, d'arrêter le moulin de la pensée. Ce qui fait que je ne lâche pas prise, c'est que ma pensée m'emmène là où je ne veux pas aller. Je, ça m'arrive, hein, enfin, je suis en train de me dire, tiens, par exemple, j'écris des mails dans ma tête à quelqu'un, par exemple. Stop. Soit j'écris le mail, soit je ne l'écris pas. Mais j'arrête d'écrire dans ma tête. Ça, et donc, à un moment, quand je constate ça, je reviens dans l'instant présent. Et l'instant présent, c'est comment? C'est dans le corps. Et donc, si je ne sais pas faire, moi, j'ai une technique très simple. Je pose ma main droite sur mon bras gauche, comme ça. Là, comme ça. Et là, j'occupe ma conscience à nommer ce que je ressens. Qu'est-ce que les capteurs de ma main droite reçoivent comme information de mon bras gauche? Ça peut être la cuisse, hein. Là, je vous montre ça avec le bras. Mais donc voilà, et c'est là, si je m'emploie à décrire ce que ma main capte au toucher de mon bras, alors je lâche prise. Parce que je suis dans l'instant présent. Je ne pense pas. J'occupe ma conscience avec ce que je suis en train de vivre dans l'instant présent. C'est ça le lâcher prise. Et si je fais ça, eh bien, tout est possible. Moi, je peux dire que les guidances, par exemple, que je propose aujourd'hui de façon régulière, ça commence forcément comme ça. Si ma pensée se met en route au moment où je commence la guidance, il n'y a pas de guidance. Donc, pour pouvoir lâcher prise, c'est, voilà, je suis dans mon corps, j'écoute mon corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et il se passe toujours quelque chose dans le corps, hein. Et donc voilà, il y a une sensation, et s'il n'y a rien qui vient au niveau de la canalisation, eh bien, il suffit que je nomme ce qui se passe dans le corps pour que là, quelque chose devienne fluide. Je nage dans le mouvement de la vie, hein, c'est ce qui se passe à ce moment-là, et je suis va me donner des informations. Parce que je suis, il est dans mon âme et il est dans mon corps. Et là, je peux lâcher prise. Mais le mental adore que nous fassions des efforts, parce que nous, on est dans le culte de l'effort. On a été formaté pour faire des efforts et pour avoir du mérite. Donc, quand il s'agit d'arrêter de faire de l'effort, eh bien, nous n'aimons pas ça. Et nous avons peur. Peur de nous ramollir, peur je ne sais pas, d'être nul, sûrement. Je ne sais pas, Jean-François, si ça répond à ta question. Mais en tout cas, voilà ma réponse. Très bien. Alors, on va retenter la communication avec Elodie. Ok. Allez, Elodie, est-ce que tu es là? Oui, je suis toujours là. Moi, je vous entends très bien. Et nous aussi. Nous aussi. Donc l'image ne bouge pas, mais le son est excellent. Alors vas-y. Ah, super, Marie-Odile. Ben, merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations. Donc, moi, dans la manifestation physique, j'ai une douleur en bas au cerveau à droite. Donc, je ressens l'esprit de cette manière. Et pour revenir sur le lâcher prise, justement, moi, ma difficulté, c'est d'agir dans le concret. Tu vois, quand tu dis que le besoin de nos frères et sœurs de se reconnaître esprit, moi, je me reconnais, je me sens prête et je vois que j'ai du mal à passer à l'action. Alors après, j'ai pas entendu complètement la réponse à Myriam parce que j'étais en train de me déconnecter, mais j'ai entendu que tu disais que j'ai l'impression justement qu'en ce moment, mais cette résistance d'être humaine, tu vois. Je le vois par exemple, dans ma façon de me nourrir, alors qu'avant, tu vois, je pensais manger sainement. Là, je m'empiffre et comme si dans tous les domaines, je voulais m'accrocher à cette humanité, quoi. C'est ça. alors qu'on est, et du coup, concrètement, ça se manifeste pas dans le visible. Je sais pas si toi, par exemple,
concrètement, dans le visible, tu as des manifestations tu vois, par exemple, on nous annonce un changement d'alimentation. Est-ce que toi, c'est actif? Est-ce que ce corps vibratoire, tu as des manifestations visibles, concrètes? Pas en permanence. Par contre, je peux dire que je sens effectivement de temps en temps, c'est en pointillé. Il y a une alternance de moments où je sens que le corps est en train de changer et de moments où le corps est en train de, je peux dire, je reviens à la préhistoire de mon corps pratiquement. Hein. Il y a vraiment une alternance assez forte de ces deux plans, ces deux niveaux de conscience de moi, on peut dire. Hein. Mais je crois qu'il faut admettre une fois pour toutes que le changement viendra brutalement. J'ai parlé tout à l'heure de la naissance, de la sortie de l'utérus. Eh bien, ça se fait pas, en une semaine, ça se fait en une heure, quoi. Hein. Eh bien, je crois qu'il faut admettre que le changement de forme du corps se fera de manière presque instantanée. Et donc, que tout ce que nous vivons en attendant nous y prépare. Et que pour l'instant, c'est la conscience qui est plus régulièrement élevée et le corps, lui, reste dans la densité. Mais plus régulièrement nous atteignons des niveaux de conscience élevés, plus notre corps est préparé, puisque la fréquence du corps est intimement et étroitement liée au niveau de la conscience. Plus ma conscience est élevée, plus ma fréquence corporelle est élevée. Donc plus régulièrement j'élève ma conscience, j'ai une vue globale de moi, de l'esprit en moi, de ce que je suis en réalité, plus je prépare mon corps. C'est le seul moyen de faire, c'est d'activer en permanence la conscience de l'esprit dans le corps. Après, que tu manges soi-disant mal, ça c'est encore du jugement humain d'ailleurs, hein, au passage, je voulais le dire quand même. Mais que tu manges mal, oui, c'est possible, mais c'est pas un problème. Il y a quelque chose en toi qui va s'accrocher à la forme humaine connue. C'est normal. Ça fait partie du processus de résistance. Ce qu'il faut pas lâcher, me semble-t-il, c'est je suis conscient de ce que je suis. Ça, faut pas le lâcher. Ce que j'ai réalisé en t'entendant parler sur ces nouveaux moyens de communication, de conscience à conscience qu'on va développer, de là on apprend dans les guidances, tu vois, ça me fait racler la gorge, à se déplacer avec les forces de l'esprit. Et là, je vois une peur qui scintille, je me dis, mais on va se retrouver complètement isolés. Tu vois, et je vois ce qui se passe en ce moment. Je reste isolée chez moi, enfermée chez moi. C'est vrai que je vois pas. T'as pas peur de cet isolement Bon, je pense que ce qui est en train de se préparer, c'est que là, le monde spirituel m'a toujours parlé de 3 vagues. Hein. 3 vagues, donc je vais peut-être dire ça. Est-ce qu'on a le temps là, parce qu'il est déjà presque 22 heures? Ouais. Bon, allez, je vais dire Oui, deux non, mots. mais il n'y a aucun problème, Marie-Odile. On va prendre un peu de rab. Oui, oui, on peut prendre une demi-heure. Allez, si les internautes nous suivent, allez, on va dire jusqu'à 10h30. D'accord. Ok. Donc, 3 vagues. Il a toujours été question de 3 vagues. Donc, dans une première vague, ça représente 2 à 3% de la population. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. C'est cette équipe de volontaires, de guides guérisseurs de l'humanité. Et cette équipe est en train de se former actuellement pour intervenir ensuite sur la deuxième vague qui, elle, représente environ 80% de la population. Et donc, bien sûr que là, quand le temps viendra d'un certain nombre de basculements, ces 2 à 3% de la population volontaire, guides guérisseurs de l'humanité, seront là pour aider les 80% de l'humanité à prendre conscience de qui ils sont et à vivre avec de nouveaux paramètres, en fait, une nouvelle vision des choses. Et il reste effectivement la troisième vague, ceux qui représentent 7-8% de la population, qui sont a priori dans l'apparence des réfractaires, des retardataires, mais qui en réalité sont là pour maintenir le système existant en attendant que le changement puisse se faire. Et bon, ce sont des âmes très, très fortes en fait, hein, qui prennent un risque absolument important, mais qui vraiment sont nécessaires pour que le changement puisse se faire de manière confortable. Et donc,
quand on fait partie de ces 2 à 3% de la population, effectivement, pendant une période, celle de maintenant en particulier, on peut avoir l'impression qu'on est un peu à part, qu'on est un peu des illuminés. Ben oui, on est des illuminés, c'est-à-dire qu'on a reconnu la lumière à l'intérieur de soi. Mais il n'y a aucune raison de se mettre en marge de la société. De toute façon, bon, moi j'ai travaillé pendant 15 ans à la NPE et j'avais une grande théorie sur le sujet. On ne peut pas être exclu de la société. En fait, on parle d'exclusion, mais on ne peut pas ne pas être inclus en fait dans une société. Donc, nous sommes inclus dans la société, nous sommes inclus dans l'humanité, quoi qu'il arrive. Par contre, on peut être au bord, et ça c'est intéressant. C'est intéressant d'être au bord pour se souvenir que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde et que pendant un certain temps, tant que les gens, la plupart des gens croient qu'ils sont de ce monde, eh bien, effectivement, nous, on peut se sentir un petit peu à part. Mais c'est pas compliqué, ça. En fait, ce qui est important, me semble-t-il, ce que je peux voir pour moi, c'est de ne pas essayer de convaincre. Parce que c'est ça qui nous met à part. C'est ça qui nous fait être pointés du doigt. C'est dès lors qu'on veut convaincre. Mais dire, moi, j'ai une vision spirituelle du monde et je vois les choses de cette manière-là. Ça, on a le droit quand même. C'est pas encore passible de prison, ça. C'est OK, Elodie? Oui, super. Oui, oui, c'est ça, là, c'est la difficulté de cette période de transition, c'est de se reconnaître esprit dans la matière et de pas voir les faits concrets, tu vois, dans le visible qui se manifeste, qu'on aimerait qu'il se manifeste plus rapidement. Mais ça dépend ce que tu attends dans le visible. Parce qu'après tout, moi, je vois des choses visibles. Hein. Dans le visible, je vois des choses. Par exemple, plein de synchronicités. Je crois qu'Alix est là, par exemple. Hier, j'ai vécu une très belle expérience. Alix, on se connaît pas, enfin, on s'est croisés une fois en 2010, je crois. Et hier, je pense à elle, parce qu'Alix écrit beaucoup dans le blog. Alix, je parle de toi, enfin, de cette expérience que j'ai vécue avec toi. Et je me dis, tiens, Alix n'a pas fait de commentaire aujourd'hui sur le blog. Et tout à coup, j'entends le gling du mail et c'est Alix qui fait un commentaire. Et bien sûr que ça, c'est déjà là, tout ça. Avec Myriam, c'est arrivé très souvent, avec toi aussi, Elodie, avec les gens que je fréquente de façon plus quotidienne. Ça n'arrête pas d'arriver, ces synchronicités. Mais arrêtons de laisser dire à notre mental que c'est du hasard. Ça n'existe pas, le hasard. Valorisons toutes ces petites choses. C'est parce que nous allons valoriser tout ça que, effectivement, l'esprit va reprendre ses droits. Là, je parlais plus, tu vois, dans le fait d'être débordé, de rencontrer plein de gens justement pour témoigner de l'esprit que je suis, tu vois. C'est dans ce sens-là que ces besoins des frères et sœurs de se reconnaître esprit, que on est là, nous on se reconnaît, que j'ai de pas agir autant à la rencontre de ces gens pour voilà, maintenant je me sens prête à témoigner de qui je suis et je vois que pourtant à l'extérieur ça se manifeste pas dans le visible. C'est dans ce sens-là que je voulais dire. Tu vas prêcher si tu as envie, hein. Il y en a qui le font. Moi je crois que ça va se faire beaucoup plus simplement que ça. C'est là, mon mental, il me dit, c'est quoi la différence entre le lâcher-prise et la paresse, par exemple, tu vois? Je suis en lutte en me disant, OK, est-ce que là, je suis en train de lâcher prise et d'être inspirée par l'esprit, ou est-ce que je suis paresseuse à attendre qu'il y a quelque chose qui se passe et que je fais pas le premier pas et que je prends pas ma responsabilité, quoi. Pour moi, la paresse, c'est quand je ne fais pas ce que je ressens que j'ai à faire. C'est pas du tout du lâcher-prise, ça. Je peux pas le confondre. Je peux pas le confondre. Par exemple, si je ressens que j'ai l'élan à faire quelque chose et que c'est je suis qui m'invite à le faire et que je ne le fais pas, là, je peux parler de paresse. Mais le lâcher-prise, c'est pas ça du tout. Tu parles du laisser-faire, c'est pas la même chose. Faut pas alors il y a la confusion peut-être. Oui, c'est le laisser-faire, une espèce de fatalité là. Ça, oui, ça pourrait être de la paresse. Mais c'est pas la même chose que le lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, c'est vraiment vivre l'instant présent dans le corps. Enfin, c'est ma définition. Hein. Merci beaucoup. Merci, Elodie. Je passe la main. Merci, Elodie. Alors, Jean-Claude. Merci, Elodie. Donc, je vais maintenant relayer une question de YouTube. Alors, voilà.
Alors, on ne voit que le début, mais je vais te la lire en complet. Bonsoir Marie-Odile, j'ai une question sur les cycles de 21 années dont tu parles et ce que ça veut dire. Est-ce que de 21 à 42 ans, on va revisiter ce qu'il s'est passé de 0 à 21 ans? En quelque sorte. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais on va repasser là-dessus pour faire le tri. Donc de 0, symboliquement, hein, dans les grands schémas, on va dire de 0 à 21 ans, on ne fait qu'être formaté par notre environnement. D'ailleurs, c'est ce qui fait souvent qu'on croit que l'être humain est le produit de son histoire et de son environnement, parce que c'est ce qui se passe en réalité de 0 à 21 ans. Mais en fait, c'est pas vrai. Ce formatage vient à la rencontre de l'âme, et donc l'âme existe déjà. Et ce qui va se passer, c'est que de 21 à 42, l'individu, justement, va, avec son âme, faire le tri de ce qui lui a été donné. Et il va se dire, tiens, un peu comme dans un héritage, on prend des choses, et puis après, il y en a des choses qu'on ne prend pas. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Il va faire ses propres expériences depuis son je, depuis son gouvernement personnel, on va dire, et il va pouvoir mettre à l'épreuve tout ce qui lui a été enseigné et se faire sa propre opinion. C'est pour ça qu'il faudra qu'il attende 42 ans pour être véritablement un adulte et savoir ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui. Parce que jusqu'à 21 ans, il sait ce que les autres lui ont dit qui était bon pour lui et pas bon pour lui. Et donc, 21 ans plus tard, il aura fait le tour d'un certain nombre d'expériences, on peut dire préméditées par ces 21 premières années, et il pourra se faire se forger sa propre grille de référence. Voilà ce que je peux dire de ça. Très bien. Coucou Adeline. Alors maintenant, il ne reste plus beaucoup de questions, il y a plutôt des commentaires. Bon. Par contre, il y avait une question qui est passée il y a 1 heure, donc je te la relaye et puis tu vois ce que tu en fais. Est-ce que tu reviens un petit peu en arrière, mais pourquoi pas, hein. Voilà. Ne faut-il pas passer maintenant à une phase d'involution plutôt que d'évolution? Parce qu'à mon avis, c'est peut-être pas clair pour tout le monde ce que c'est que l'involution et ce que c'est que l'évolution. D'accord. Alors oui, effectivement. Bonjour Fred. Oui, Fred, dis donc, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc oui, l'involution pour moi, c'est ce qui s'est passé avant. C'est ce qui s'est passé avant avant le Christ, on va dire ça comme ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on parle on fait la comptabilité de nos années à partir du Christ. C'est que pour moi, la conscience humaine, en fait, elle s'est enfermée dans la matière, et c'est ça qu'on appelle l'involution. Et à partir du Christ, l'évolution commence. C'est-à-dire que là, à partir du moment où le Christ arrive sur la terre, je parle bien du Christ, hein, le Christ arrive en Jésus, mais le Christ, c'est la conscience solaire qui, elle, vient aussi s'unir à la conscience de la terre. Et donc, à partir de là, effectivement, on peut dire l'être humain va repartir sur une autre phase qui est donc celle de l'évolution. L'involution, ce serait le fait que la conscience humaine s'unissent à la matière, s'enfoncent dans l'obscurité de la matière, et qu'à partir du moment où la conscience solaire arrive sur la Terre par ce qu'on appelle le Christ, eh bien, on fait une remontée, ça fait un U en fait, ça descend comme ça, l'involution. Au niveau du Christ, c'est le fond du U, là, le fond de l'auge, là, et ensuite on remonte, mais ça remonte très lentement, et c'est effectivement à partir de la Renaissance que commence l'individualisation, et donc là on parle d'évolution. Et les cycles d'involution et d'évolution, a priori, se sont succédés dans l'ensemble de l'évolution de la conscience humaine. On peut dire qu'à plusieurs reprises, il y a eu involution, évolution, puis de nouveau involution et évolution, etc. Ce sont des cycles qui se succèdent. Mais je trouve que la question est très intéressante. Ok. Bon, il n'y a plus de questions sur YouTube. Et on a épuisé notre quota de personnes qui voulaient intervenir. Donc éventuellement, il me resterait... Oui, parce que
il y a eu 3 personnes qui sont intervenues. Sur les 8 qui étaient prévus, tous les autres ont eu des problèmes techniques. Bon, tant pis. Ah, d'accord. Ah ouais. Mais à ce moment-là, je vais peut-être Attends, je vais peut-être me permettre ma petite question aussi. Mais alors, Jean-Claude, avec plaisir. Hein. Justement, ça va faire suite à la dernière question sur l'involution et l'évolution. Parce que toi, tu dis, ok, le bas, donc entre les deux, c'est Jésus-Christ. Voilà. Mais es-tu sûr que pour tous les peuples du monde, ce soit le même repère? C'est-à-dire, est-ce qu'ils en sont tous au même, à la même position sur le chemin entre l'involution et l'évolution? Parce que, tu vois, quand tu regardes les différents continents, les différents pays, tu te dis, bah tiens, moi personnellement, je vois un peu des gens qui sont plus en avance que d'autres qui sont plus en arrière. Alors, ceux qui sont en arrière, ils vont rater le virage ou pas? Tu vois? Alors, bon, je crois qu'il faut faire une différence entre la culture des différents pays, parce qu'effectivement, selon les cultures, par exemple, en pays musulman, on ne va pas avoir les mêmes repères qu'en pays chrétien, etc. Enfin, dans les pays de l'Inde, de l'Orient, etc., ça peut être différent. Mais ça, c'est une question de culture, effectivement, d'avance. Il y a des endroits où il y a des poches de conscience très, très avancées. On peut dire, par exemple, si on prend les Indiens Kogi, l'autre jour, dans une guidance, ils étaient là. On pourrait dire que c'est un peuple qui a une très grande conscience, par exemple. Hein, et donc, on pourrait dire qu'ils sont plus évolués au niveau de la conscience que nous, parce qu'ils ont une plus grande conscience de l'esprit dans la matière que nous. Donc, voilà. Après, il y a d'autres, par exemple, il y a des pays où on a mieux compris la nécessité de voir la vie unifiée et de sortir de la dualité, par exemple. Donc, on pourrait dire ça, c'est des poches de conscience qui sont plus avancées que, par exemple, en Occident. Mais moi, quand je parle de l'involution et du début de l'évolution avec le Christ, je crois que il me semble que là, il est question de la conscience humaine dans sa globalité et que après, il y a une traduction sous forme de cultures différentes selon les endroits de la Terre. Et c'est pas l'Occident n'est pas le plus avancé. C'est-à-dire qu'il faut regarder la conscience humaine dans toutes les facettes qui sont présentes sur la Terre. Et ces différentes facettes sont justement ces différentes poches de conscience différentes, ces différents aspects de la conscience qui forment un ensemble, en fait. Je ne sais pas, est-ce que j'ai été claire dans ma réponse, Jean-Claude? Oui, mais... Enfin, à mon avis, tu as tourné autour. D'accord, oui, vas-y. Mais donc, d'après toi, ok, toute l'humanité suit le même mouvement en et tout le monde est synchronisé. Oui, parce que c'est un corps. On peut dire, si tu veux, pour moi, la conscience humaine, c'est une entité. C'est une globalité. Et chacun de nous est une cellule de ce corps. Et donc, c'est pour ça on pourrait dire qu'il y a certains peuples qui sont des organes de ce corps. Et ce sont des organes plus sophistiqués que d'autres. Tu vois, on peut dire par exemple que l'organe le cœur, par exemple, est plus sophistiqué que le pied, on va dire, hein, tu vois, dans le corps humain. Eh bien, il est plus important au niveau du fonctionnement du corps. Eh bien, de la même manière, il y a des organes, il y a des peuples qui sont des organes qui ont plus qui sont plus sophistiqués que d'autres. Mais l'ensemble de l'humanité forme, on peut dire, forme une entité. Et quand je parle, moi, d'involution et d'évolution, je parle de cette entité dans sa globalité. Et donc, après, le corps, lui, il est totalement diversifié. Il y a de la diversité. Et l'ensemble des niveaux de conscience forment la conscience globale. Moi, c'est ma façon de le voir. Alors, je ne détiens pas la vérité, hein. Oui, non, mais moi aussi j'ai mon idée sur la question, mais je voulais faire un échange. Très bien. Un jour tu feras une émission, c'est super.
Mais bien sûr. Il y a une question de Jonas, je crois, parce que j'ai un œil sur YouTube quand même. Hein. Ah oui. En fait, Jonas dit, Jonas, il pose pas une question, mais il veut faire un partage. Tu vois. J'aimerais ah, bah, partager super. ceci avec vous. Pour moi, notre âme ne vit pas seulement dans notre corps, elle est bien plus grande que notre corps. Et, trois petits points, la suite. Ah oui. Et donc, je perçois plutôt mon corps vivant dans mon âme. Bravo. Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai, puisque l'âme, on va dire, elle est reliée au je suis, elle est reliée à l'esprit. Donc, on peut dire que l'âme est totalement présente dans le corps et elle déborde du corps. Mais malgré tout, par exemple, j'ai parlé du bébé qui vient de naître. On peut voir que l'âme du bébé est totalement autour de lui. Elle est très peu accrochée dans les cellules, elle est liée, puisqu'elle est déjà dans la première cellule qui est créée. Mais elle est aussi beaucoup à l'extérieur et ces 21 premières années vont permettre à l'âme justement de s'incorporer. Et pour autant, l'âme c'est un grand élastique qui va nous permettre d'être sans arrêt reliés à notre je suis. Mais je dirais plutôt que c'est le je suis qui est autour de nous. Je veux dire, quand je respire l'air qui est autour de moi, je respire je suis. Mon âme et justement, mon âme est alimentée par la présence de l'esprit autour de moi et mon âme vibre à la rencontre avec tout ce que j'incorpore de je suis à l'intérieur de moi. Donc voilà, mais c'est vrai, Jonas, je suis d'accord avec toi, l'âme déborde totalement, mais il n'empêche que c'est très important de savoir qu'elle est présente à l'intérieur, parce qu'un des drames des spiritualités et notamment des religions, c'est d'avoir mis l'âme à l'extérieur, de l'avoir mis comme quelque chose d'éthéré à l'extérieur. Et or, ce qui est vraiment important pour la transformation en cours, c'est bien que notre corps est transformé de l'intérieur par l'esprit qu'il contient et par l'âme qu'il contient. Voilà ma remarque à la remarque de Jonas. Bon, donc là maintenant, je pense qu'on peut terminer. Hein. Je te laisse dire la conclusion. Voilà. Je ne sais pas si je vais conclure, mais en tout cas, si je vais conclure sur une note très personnelle, en fait, c'est pour dire que j'ai beaucoup de plaisir à sentir les interactions avec les uns et les autres. C'est vraiment très agréable de sentir votre présence. C'est plus visible que pendant les guidances, et donc j'ai eu beaucoup de plaisir à passer cette soirée. Donc, je ne suis pas très à l'aise avec l'exposé parce que je me sens un peu brouillon et c'était probablement trop préparé. Donc, je pense que si nous refaisons une émission, j'essaierai d'être beaucoup plus en canalisation, beaucoup plus en live. Donc, mais en tout cas, merci merci Jean-Claude, vraiment de tout ce que tu as mis en place. Merci aux personnes qui ont accepté de tester puis qui finalement ne sont pas passées à l'écran. Bon, ben voilà, merci d'avoir accepté de l'expérimentation. Merci à vous tous qui avez chatté. Je trouve ça formidable. Hein, et donc, Jean-Claude, tu serais d'accord pour qu'on commence l'expérience? Bien sûr, plutôt 2 fois qu'une. Allez, au revoir Marie-Odile. Ouais. Au revoir, merci à tous et puis merci de votre confiance, merci.